Bien, nous allons commencer si vous voulez bien. Dominique me donne le feu vert pour ce qui est du diaporama. Les retardataires vont arriver. On commence. On essaye de commencer à 8h30, comme vous le savez. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, merci d'être là à nouveau. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient déjà pas fait, à vous saisir du nouveau programme, puisque dans ce nouveau programme que vous avez pu avoir à l'entrée, il y a un certain nombre de modifications de dates et dont il faut que vous teniez compte, y compris de dates et d'orateurs. Il y a, comme vous le savez, des difficultés à mettre en place un programme établi en début d'année. Il y a des horaires, des dates qui ne conviennent pas. Faites attention, il y a des fois où c'est le lundi, des fois où c'est le mardi. Ne vous trompez pas, certains viennent le lundi alors que c'est exceptionnellement le mardi. Donc lisez bien le programme. Vous savez que nous avons initié l'année précédente, et ça marche relativement bien maintenant, une deuxième annonce par Internet, c'est-à-dire que si vous avez laissé vos mails, vous recevez quelques jours avant l'intervention, une confirmation de cette intervention par Internet. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, il y a des bugs de temps en temps, mais globalement ça marche. Redonnez vos adresses Internet. Et même nous avons, avec la présence de Daniel Vildoché, initié aussi le fait qu'on vous donnait un certain nombre de documents par Internet. On faisait des raccourcis, des liens, et un certain nombre d'entre vous, j'espère tous, ont reçu le texte en particulier de Karl Abraham sur Ségantini, qui est un des éléments qui vont être abordés ici par Daniel Vildoché. Voilà, donc faites attention à vos messages mails, prenez les programmes, excusez-nous des inversions, mais c'est difficile de trouver des arrangements, des aménagements définitifs en début d'année pour ce qui concerne ce cycle de conférences. J'ai le plaisir, l'honneur, l'amitié de recevoir Daniel Vildoché. Je vais faire une présentation succincte parce que je pense que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tout le monde, le connaît son œuvre théorique en particulier, ses activités cliniques, qu'il est déjà intervenu, qui nous a fait ce plaisir à Babel à 2 reprises, avec 2 thèmes qui probablement vont s'assembler, s'articuler. Il y a 2 flux dans les 2 thèmes précédents qui vont peut-être s'articuler aujourd'hui, enfin je l'imagine, avec Ségantini. La première fois qu'il était intervenu, c'était avec Edgar Allan Poe, et c'était en partie ses développements théoriques sur la copensée, ses intérêts sur l'écoute du psychanalyste, la métapsychologie de l'écoute du psychanalyste, la télépathie, vous vous souvenez, la co-création, bien évidemment, ce concept important. Ensuite, il était intervenu plus récemment sur un autoportrait mélancolique d'Edgar Degas. Et aujourd'hui, donc, Ségantini, qui allie à la fois la question de la mélancolie avec un certain nombre de ses tableaux et de sa biographie. On va voir si on peut relier les uns aux autres. Et aussi une interrogation sur le texte qu'a pu commettre Abraham, à partir des données biographiques qu'il avait en sa possession à l'époque, le texte qu'a commis Karl Abraham, le psychanalyste, sur l'œuvre de Ségantini à partir de sa biographie, en regard du nombre porté qui était le travail précédemment fait un an avant par Freud sur le Léonard de Vinci. Donc vous voyez que ça nous intéresse beaucoup, puisque la question, pour le dire rapidement, de la psychanalyse appliquée, qui est un mauvais terme, est une question qui nous a beaucoup interrogés depuis de nombreuses années maintenant. On va pouvoir en discuter donc avec Daniel Vildoché. Je rappelle donc qu'il est psychiatre, bien sûr, psychanalyste, qu'il a été professeur de psychiatrie à la Salpêtrière, qu'il est le continuateur de l'école de la Salpêtrière, qu'il a fondé une espèce d'école, en tout cas qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup, y compris dans notre service, qui se reconnaissent de ses œuvres théoriques et de sa clinique. Il a été président de l'APF, il a été vice-président de l'IPA pendant un certain temps, avec les Bovoici à la présidence. Il est actuellement en cours de présidence à l'IPA. J'ai évoqué un certain nombre de ces travaux, je ne vais pas les reprendre, je peux vous donner un certain nombre d'ouvrages, parmi les plus connus, en particulier ceux qui ont trait à ce qui va être abordé aujourd'hui, les logiques de la dépression, les nouvelles cartes de la psychanalyse. Je ferai référence à 2 ouvrages plus récents et qui sont intéressants dans certaines dimensions. Le premier, l'avenir de la psychanalyse, c'est une discussion
parfois un dialogue de sourds, mais une discussion vive, intéressante, avec Jacques-Alain Miller. C'est un petit fascicule broché, vous pouvez vous le fournir. C'est intéressant de voir comment les échanges peuvent se faire ou ne pas se faire autour d'un certain nombre de questions importantes en clinique, en particulier le contre-transfert. Et puis un texte à la fois grand public, mais aussi pour ceux qui démarrent dans la chose psychanalytique, un texte qui s'appelle Psychanalyse en dialogue chez Odile Jacob, un texte d'entretien entre Daniel Vildoché et Nicole Delattre, un texte intéressant parce que dans un langage relativement plus accessible peut-être que les grandes œuvres théoriques, beaucoup d'éléments importants sur la question de la psychanalyse sont abordés et développés. Alors, juste encore un mot sur quelques annotations plutôt sur la vaste œuvre théorique de Daniel Vildoché. Contrairement à d'autres, en particulier, pour citer ceux qui me viennent en tête, André Green ou Jean Gilibert, qui sont aussi des récidivistes ici, qui sont intervenus 3 fois chacun, il y a les références à l'art ou à la littérature chez Daniel Vildoché sont moins manifestes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles sont souvent comme ça sous forme d'annotation. On retrouve Edgar Poe, on retrouve Borges, en particulier les ruines circulaires. Il y a un texte de Borges sur les ruines circulaires qu'il utilise pour réfléchir sur la métaphore analyste analysée, les fantasmes qui rêvent de l'autre, comment les choses s'interprénètrent, la copensée. On retrouve souvent Mahler, on retrouve Segantini bien sûr, mais de manière discrète, moins manifeste, moins lyrique, si je puis dire, que chez Gilibert, et moins systématique que chez Green, mais elle est là, présente en filigrane, il y a un fil rouge, et je pense qu'elle a été probablement, alors je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais inspiratrice d'un certain nombre de ses conceptions théoriques. Est-ce que de lire Edgar Allan Poe et de voir Dupin intuiter ou interpréter, déduire un certain nombre de choses, a participé à aider Daniel Vildoché à élaborer son concept de co-création, de co-pensée, ou est-ce que les choses ont été plus compliquées? C'est des questions qu'on pourra lui poser. Vous savez qu'on a initié aussi, pour ne pas vous fatiguer, vous lasser, la possibilité d'avoir un autre discutant que ceux que vous aviez d'habitude, et j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas Vassilis Kapsambélis, qui est psychiatre, psychanalyste à la SPP, qui travaille dans le 13e arrondissement, qui a beaucoup travaillé et écrit sur les approches psychanalytiques, en particulier de la mélancolie ou de la maladie maniaco-dépressive. Et j'ai pensé que ce serait une bonne chose qu'il puisse intervenir, discuter avec Daniel Vildoché. Daniel Vildoché, je vous remercie, c'est à vous. Merci. Bien, merci à Boris Korkos, à Pierre Lévy-Soussan, à Corinne Dugré-Lebigre de m'avoir invité, en effet, à cette opération de récidive qui me donne le plaisir de me retrouver ce soir dans cette salle avec vous pour parler d'un autre sujet que les précédents. Et donc, je me réjouis aussi j'attends ce que Vassilis Kapsambélis va pouvoir faire surgir dans le débat concernant cette question où d'ailleurs il y a déjà beaucoup de protagonistes, puisqu'il y a Abraham, il y a Freud, il y a Segantini. J'ose m'introduire dans ce milieu. Il y aura Vassilis Kapsambélis, ça fait du monde pour discuter. Et comme vous verrez, c'est d'autant plus amusant qu'on est devant un monde de contradictions en ce qui concerne l'existence, je ne dirais pas réelle, de Segantini. Il a existé. Mais de ce qu'il a été, de son histoire. Et bon, je vais y venir dans un instant. Alors, d'abord, un mot simplement personnel, mais je crois que dans le domaine de la réflexion sur la peinture, pour nous, psychanalystes, j'essaierai d'ailleurs de le montrer par la suite, le personnel, il est partout. Par conséquent, on ne peut pas le dissimuler. Alors, le personnel, pour moi, en réalité, ça n'a pas été Segantini, ça a été Abraham. En ce sens que, dans les années 50, dans la revue que nous avions à l'époque à la Société française de psychanalyse, qui s'appelait La Psychanalyse, dans un des numéros, nous étions des jeunes à ce moment-là, encore très jeunes, Guy Rosolato et moi, nous avons été commandités pour présenter la pensée de Karl Abraham. Karl Abraham, dont il n'existait aucun texte traduit en français, car n'oublions pas que dans les années 50, il y avait encore très très peu d'ouvrages
autres que les ouvrages de base de Freud, présentés, édités en français. Alors donc on a lu Abraham, je dois vous avouer, dans ses collected papers anglais et non pas dans les textes d'origine allemand. Et par là même, j'avais donc été intéressé de cet article qu'il avait écrit sur un peintre dont j'ignorais tout, qui était Giovanni Segantini. Et j'avais beau chercher, personne ne le connaissait, apparemment aucun travail n'existait sur lui, et surtout aucun tableau n'était visible en France de ce peintre. Et puis le hasard a voulu que dans un marché aux puces de Milan, peu d'années après, en 62-63, je suis tombé sur un livre de l'époque, un mauvais livre d'images, où il y avait un ouvrage sur Giovanni Segantini. Ce qui m'a fait que je suis précipité sur ce livre. Je suis allé voir les tableaux de Segantini qui sont à Milan, il y en a pas mal quand même. Et puis, je me suis intéressé au peintre. Et c'est ce qui m'a amené quelques années plus tard d'écrire un travail sur un peintre et son psychanalyste, Giovanni Segantini et Karl Abraham. Alors, je rappellerai très rapidement ce qu'il y a dans ce texte, ou plus exactement ce que j'ai recueilli moi du texte d'Abraham. Ensuite, on parcourra l'œuvre, on se promènera dans l'œuvre, dans ce que j'ai collectionné là comme image. On verra une certaine évolution. Et puis ensuite, je vous parlerai de la vraie vie de Segantini, c'est-à-dire de tout ce qu'on sait maintenant par rapport au mythe sur lequel Abraham s'est appuyé pour faire sa démonstration. Et ça nous mènera alors à autre chose, qui est au fond le problème de qu'est-ce que fait le psychanalyste quand il croit dégager du sens d'une vue sur la peinture. Et alors, je reprendrai le thème qui m'avait mobilisé à ce moment-là dans mon article de 77 sur Giovanni Segantini et Karl Abraham, c'est-à-dire l'identification du peintre. Dites-moi de qui vous voulez parler et je saurai qui vous êtes. C'est-à-dire que j'ai montré, je reviendrai là-dessus, combien Abraham s'est projeté en quelque sorte dans son mythe ségantinien. Et déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais alors, si Abraham se projette sur Segantini, moi, est-ce que je me projette sur Abraham? Et je m'arrête là pour l'instant, on y reviendra, c'est vous dire qu'il y a toujours du personnel dans une présentation de ce genre. Alors, donc, un peintre inconnu, pour les Français, bien entendu, parce que pour les Autrichiens, pour les Italiens, pour les Allemands du Sud, Segantini est un très grand peintre. C'est un des très grands peintres de la fin du XIXe siècle, de toute une école milanaise, qui est une école qui se situe, disons, dans son évolution picturale entre la peinture de Millet et la peinture de Van Gogh, si on veut trouver, c'est-à-dire qui sont passés d'une peinture très réaliste, très campagnard, très idéaliste de ce côté-là, au divisionnisme. On va y revenir parce que le divisionnisme est arrivé chez Segantini, nullement par je ne sais quel éclat de maniaque comme laisse entendre Abraham, mais tout simplement parce qu'il a reçu un jour des cartes postales de Paris où on disait, vous savez, il y a un truc nouveau, Seurat, Signac, regardez, et faites comme ça, c'est intéressant. Et il s'est mis au divisionnisme parce que c'est un peintre et qu'il voulait travailler sur ça. Alors je ne dis pas que l'interprétation d'Abraham soit fausse, mais enfin, elle mérite d'être nuancée quand même par les faits d'histoire. Alors Segantini, on le connaît très peu en France. Il n'y a pas de tableau, à ma connaissance, de Segantini existant dans des collections privées ou encore moins dans des collections publiques. On en a vu. On en avait même vu, paraît-il, à une exposition universelle il y a fort longtemps. Ça, je n'étais pas né, vous non plus. Mais plus récemment, dans certaines expositions, en particulier au musée d'Orsay, l'exposition sur la peinture italienne de la fin du XIXe siècle, il y avait des tableaux de Segantini. Il y en a eu aussi dans une exposition sur les peintures européennes de la fin du XIXe siècle. Je ne sais plus dans quelle année ça se situait. Il y en aura peut-être, il y a une exposition qui est prévue, j'ai vu ça au Grand Palais, je crois, sur également la peinture italienne du XIXe siècle. Je pense qu'on retrouvera des Segantini. Je ne sais même plus s'il y en a un dans l'exposition sur la mélancolie. Je ne crois pas que... Je l'avais dit à Jean Clair que c'était quand même un scandaleux qu'il ne trouve pas des Segantini. Mais vous savez, j'ai appris à ce moment-là que c'était pas si facile de trouver des tableaux, même si on avait l'idée de les prendre, il fallait encore les payer pour les faire venir ou et c'est pas si facile.
Alors, voilà pour Ségantini. Alors, qu'est-ce que nous raconte Abraham dans son article de 1911 ? Il nous raconte qu'il s'agit là d'un petit garçon d'une pauvre famille italienne du Nord, en réalité des Italiens qui étaient à l'époque sous l'occupation autrichienne, c'est-à-dire de cette zone au nord de la région de Trente, qui appartenait à l'Empire d'Autriche. Mais ces Italiens qui étaient très irrédentistes, enfin tout à fait italianophones, etc., étaient en fait centrés sur la ville de Milan. C'était donc la capitale culturelle, c'était de l'autre côté de la frontière. Alors, ce que nous décrit Abraham dans son texte, c'est au fond l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par une pauvre famille italienne, un papa qui en réalité s'en va chercher fortune quelque part et dont on n'entend plus guère parler, et une mère qui va mourir quand il a 4 ou 5 ans, je crois, c'est dans le texte d'Abraham, qui va laisser par conséquent un orphelin, pratiquement. Le père ne s'en occupe pas, il l'abandonne, et il va être élevé par une demi-sœur, fille du père, mais pas de la mère, qui était une jeune femme, qui est morte apparemment avec ce petit garçon, en quelque sorte, qu'elle laisse ce petit garçon. Et on va avoir alors l'histoire, disons, à la Winnicott, d'une psychopathie infantile, c'est-à-dire un garçon abandonné qui va être complètement laissé dans des orphelinats successifs, qui va avoir des troubles du comportement, au sens travaillant mal, insolent, etc., qui va aller d'une pension à l'autre, qui va même être fugueur vers 13 ans, je crois. Abraham nous raconte qu'il prend la route de France pour aller retrouver Napoléon. Bon. Alors Napoléon, le mythe, bon, et paraît-il, des voisins qui le rassemblent disent que ce petit garçon est beau et noble, il a la tête d'un roi de France. Alors, ça fait partie du mythe ségantinien, il a comme ça ce joli petit garçon qui est en réalité un futur psychopathe. Et puis sur le coup de 16-17 ans, on lui aurait mis un crayon entre les mains, il serait mis à dessiner, on lui aurait mis des peintures, et puis très rapidement, il serait devenu un peintre localement reconnu d'abord à Milan, par un centre de tableaux, je crois qu'on en verra. Et alors à partir de là, Abraham construit ce qu'on pourrait appeler une espèce de légende psychopathologique. C'est-à-dire qu'il va dire... Alors, ce qui est passionnant, moi, ce qui m'avait passionné, c'était l'histoire. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à la psychopathologie de l'enfant, et il doit y avoir beaucoup dans la salle, vont remarquer comment un enfant psychopathe, abandonné, vivant en internat, sublime, en quelque sorte, sa pathologie infanto-juvénile, et comment il le fait. Et c'est ça, au fond, qu'Abraham reprend et développe. C'est la sublimation. Ségantini va devenir un grand peintre, très apprécié. Très vite, des expositions le mentionneront. Il aura des ennuis d'argent, certes. Enfin, qui n'en a pas, mais il sera un grand peintre. Et il va exposer, il va être très connu. Mais, alors, ce peintre va être comme appelé dans une espèce de vertige par la haute montagne. Alors, ce vertige sur la haute montagne est idéalisé sur le mode le retour à la nature. La nature est en somme, alors avec le thème qu'on va voir tout le long de son œuvre des deux mers, c'est-à-dire la mer homme, si je puis dire, la mer humaine et la mer animale, c'est-à-dire regarder la nature, regarder ces petits moutons, regarder ces petites vaches, regarder tout ça. Voilà la vraie nature, vous voyez, l'amour des mères pour leurs enfants. Et puis, il aura ce thème idéalisé pour lui, ce qui va l'amener alors à monter dans la montagne. Il va d'abord aller dans la région des Grands Lacs, pas loin de Milan, n'est-ce pas, où il a été pratiquement en internat. Puis de là, il va monter en Suisse. Il ne peut pas aller en Autriche puisqu'il refuse de faire le service militaire pour les Autrichiens. Il s'est mis complètement du côté italien. Et il va développer ce qu'on pourrait appeler une philosophie écologique, c'est-à-dire la civilisation, c'est la nature, il faut retourner à la nature, c'est les grandes valeurs, c'est les valeurs d'amour, c'est les valeurs de travail, c'est les valeurs de simplicité. Et alors c'est dans ce mythe ce grand messager en quelque sorte de la nature, de la bonté de la nature, va le faire monter dans les grisons d'abord, et puis ensuite il va arriver jusqu'à Saint-Moritz, à côté de Saint-Moritz, même au-dessus, aux côtés du pays de Nietzsche enfin peu importe. Et il va à Maloja, et il va construire une grande villa. Et alors, dans toute cette histoire, Abraham y voit
une oscillation maniaco-dépressive. C'est-à-dire qu'il y voit au fond un homme qui à la fois a merveilleusement sublimé sa souffrance infanto-juvénile, qui est devenu un grand apôtre de l'honnêteté, du travail, des valeurs humaines, un pacifiste, un adversaire, objecteur de conscience, bien entendu, pacifiste, anti-civilisation industrielle. Mais alors, il va le voir d'abord avec une période assez mélancolique quand il est au niveau des Grands Lacs, et puis alors, quand il monte plus haut dans la région des Grisons, Savonien, là, au contraire, ça va être un peu maniaque, la coloration va devenir plus vive des tableaux. Il y aura une phase d'exaltation, liée d'ailleurs à ces grands thèmes idéologiques. Et puis, il va monter encore plus haut. Il va monter plus haut à Saint-Moritz. Et c'est là, au Schafberg, c'est-à-dire à 2000 et quelques mètres, encore qu'il ne s'agit pas du sommet, ça se passe, je crois que sa mort se passe à 1200 mètres environ. Il est en train de peindre un de ses derniers tableaux. Là, il refuse, il semble avoir une péritonite. Il refuse de descendre et il meurt faute de soins. Voilà le mythe. Alors, Abraham conclut, voilà un garçon qui a une carence affective profonde à l'enfance, qui réagit par une psychopathie caractérielle au moment de l'adolescence, qui ensuite a un processus sublimatoire tout à fait remarquable grâce à la peinture, mais il va payer cette capacité sublimatoire par une oscillation maniaco-dépressive, assez lente, n'est-ce pas, puisqu'enfin vous voyez que c'est quand même des périodes, jusqu'au moment où il va mourir, c'est-à-dire, je vous donnerai tout à l'heure la réalité de la biographie, voilà que c'est un peu différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il meurt en effet à Saint-Moritz, enfin dans les montagnes autour de Saint-Moritz, d'une péritonite, à l'âge de 40 ans environ, dans les notes. Donc jeune. Entre-temps, il a épousé une demoiselle Bugatti, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est en effet la sœur des ingénieurs, Bice Bugatti, et de cette liaison avec Bice Bugatti, qu'il aura toute sa vie, mourra, elle le quittera à sa mort, il aura plusieurs enfants, dont une fille, Bianca, avec qui il va avoir toute une correspondance, où il va raconter sa vie, et où on aura tout ce thème développé sur lequel Abraham s'appuie pour construire son modèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai lu ça, je l'ai pris pour de l'argent comptant, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on avait là... Alors, d'où Abraham tirait son récit. Abraham le tirait de deux choses. D'une part, des correspondances, car cet homme... Heureusement, il y a des peintres qui écrivent, parce que comme ça, on en sait quand même un peu plus sur eux quand ils n'écrivent rien. Alors, il avait écrit beaucoup, il y a beaucoup de correspondances, il y a des notes, il y a des carnets, il s'est beaucoup expliqué. Donc, on avait des éléments autobiographiques par Segantini lui-même. Et puis alors, il y a eu un ouvrage auquel je n'ai jamais eu accès, parce que je crois qui existait donc vers les années 1900, et qui était écrit par un Autrichien, Servaes, qui était une biographie de Segantini. Segantini, il faut le dire tout de suite, était mort en 99. Alors, Abraham s'appuie sur la biographie de Servaes, il le cite d'ailleurs, et sur les documents accessibles, d'ailleurs probablement ramenés par Servaes. Donc, voyant tout ça, je dis quel bel ouvrage, enfin, on a là une super biographie, psychopathologie. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était pas tellement la maniaco-dépressive, je la trouvais pas très évidente, et surtout pas dans l'étude des tableaux. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, quand j'ai écrit ce texte, c'était la sublimation d'un profil psychopathologique d'un adolescent en grande carence familiale. Hein. C'était déjà assez intéressant comme modèle psychopathologique. Et puis la deuxième chose qui m'avait frappé, c'était quand même l'élément identificatoire entre Abraham et Segantini. Abraham était un passionné de la haute montagne. Il y allait. Il y a des citations d'ailleurs qui sont superbes de ce côté-là, n'est-ce pas, à propos de ce qu'il dit, de Segantini. Attendez, m'excusez, je cite là. 67, voilà, et là.
Dieu parle. Abraham est tellement passionné de la haute montagne, lui qui est un Allemand de Hambourg, qu'il s'amuse même en 1902, on le sait dans une correspondance, Dieu parla à Abraham et l'envoya en Suisse. Alors, après son séjour, Abraham est psychiatre au Bürgersli chez Bleuler, hein, donc il est en Suisse psychiatre. Et après la fin de son stage là-bas, il veut s'installer en Suisse. Il veut s'installer dans la montagne, mais ce n'est pas facile pour un psychiatre de s'installer dans la montagne. Alors il va simplement être un alpiniste. Il fait d'ailleurs une première dans l'Engadine en 1905, et il va être un alpiniste passionné. Alors bien entendu, on conçoit que dans la vie de cet autre alpiniste passionné que fut Segantini, ce grand peintre dont l'exposition qui a eu lieu à Zurich et qui consacrait toute l'œuvre de Segantini il y a 5 ans de ça, appelle Segantini le premier peintre des Alpes, montrant bien la fonction en quelque sorte Segantini dans le paysagisme, disons, pictural. Alors, Abraham, par exemple, dit ceci: l'exposé qui suit, je cite l'Abraham, donc 1911, l'article, l'exposé qui suit élucidera peut-être un fait remarquable. Parmi les ferments de la montagne se distingue un groupe à part, celui des fanatiques de l'Engadine. Cet enthousiasme semble coïncider avec certains traits de caractère qui étaient eux aussi particulièrement accusés par Segantini. Si l'alpinisme en général met déjà en œuvre des pulsions sublimées, cette forme spéciale semble être liée plus qu'une autre à des complexes. C'est-à-dire qu'il va complètement s'identifier à cette espèce de passion de la haute montagne, et il va être lyrique pour montrer comment Segantini meurt. Là s'arrête évidemment l'identification. Abraham ne meurt pas. Oui, mais Abraham, quelques années plus tard, va faire une fausse route et mourra, ou ne sait pas très bien si c'est un abcès du poumon, à 40 ans également, pas très vieux, en revenant alors lui descend des Alpes pour mourir. Enfin, il meurt dans des conditions coïncidences. C'est quand même impressionnant. Mais alors, allons plus loin. Abraham, qui c'est Abraham? C'est un psychiatre scrupuleux, consciencieux, très honnête, pas génial, mais très sérieux. Il va être auprès de Freud le conseiller peut-être le plus sûr du point de vue du développement du mouvement. Il se méfiera de Jung bien avant Freud lui-même. Il aura des petites réserves sur Ferenczi, en qui il sent déjà quelqu'un d'un un petit peu à part. Et il va être, jusqu'à sa mort, le patron, en quelque sorte implicite, de l'Association psychanalytique internationale, dont il sera le président jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il va devenir le grand agent, en quelque sorte, du développement de la psychanalyse freudienne. Il est très, très attaché à Freud. Jones, qui en fait le portrait, dit « c'est un homme extrêmement optimiste, c'est un homme qui avait une foi considérable dans la psychanalyse, mais qui était aussi un homme, alors il dit c'est le triomphe de la post-ambivalence, c'est-à-dire un homme qui a complètement surmonté tous ses conflits, qui est une petite perfection en quelque sorte dans la normalité psychanalytique. Et un optimiste, un idéaliste, l'exceptionnelle réussite de la personnalité de Segantini, mais tout le monde dit c'est aussi l'exceptionnelle personnalité d'Abraham, un homme parfait en quelque sorte, un homme parfait. Alors il y a là un mythe que Jones va développer. Et alors qu'il va être repris par exemple chez Reich, Theodor Reich, qui va être celui qui va devoir faire d'ailleurs le discours au moment du décès de Karl Abraham, en 23 ou 24, Reich est président de la Société suisse de psychanalyse, et c'est donc lui qui va faire le discours concernant à la Société suisse de psychanalyse, donc devant Freud et puis dans toute la société, sur la mort d'Abraham. Il y a des pages de Reich
à propos de ça qui sont tout à fait importantes, parce qu'ils montrent à quel point Abraham, c'est le mythe de la réussite, du développement, du dépassement de l'agressivité, de l'élaboration, de la sublimation, comment c'est en somme une sorte de normalité psychanalytique institutionnalisée. Et alors il va, Reich raconte comment il est dans la montagne, c'est de la neige, puisqu'Abraham meurt à Noël, enfin à peu près au moment de Noël. Reich marche dans la neige, et puis alors il est hanté par un air qui est l'air de la symphonie de la résurrection de Mahler, n'est-ce pas, le deuxième mouvement. Ça lui trotte dans l'oreille, et alors il compare Mahler à Abraham. Il voit là encore deux grands esprits de créativité, de dépassement, et alors là il est absolument submergé par cette accumulation en quelque sorte, Segantini, Abraham, Mahler. Alors il s'y met là-dedans et il se dit, mais enfin, je porte tout ça, moi qui demain vais devoir faire le discours mortuaire sur Abraham. Aucun de ceux, je répète, Theodor Reich, ce n'est pas un hasard s'il forgea la notion de post-ambivalence. Il semblait être lui-même l'incarnation de l'attitude de post-ambivalence dans l'analyse. Et Jones, aucun de ceux qui connaissaient bien Abraham ne pouvait ignorer qu'il était l'un de ces hommes qui ont un exceptionnel pouvoir de sublimation et qu'il avait atteint un stade exceptionnellement avancé de développement affectif et pulsionnel. Voilà, alors nous en étions là, et je concluais cet article en disant très bien, Abraham s'identifie à Segantini, tout le monde identifie Abraham à Segantini, Reich s'identifie à Mahler pour s'identifier à Segantini, et alors moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Arrêtons-nous là et n'allons pas plus loin dans les identifications. Et puis, le temps a passé, et j'ai été frappé à ce moment-là par cette fonction de l'identification de l'écrivain et de l'artiste. En reprenant, alors cette fois-ci beaucoup plus tard, puisque c'est dans les années 70, la question des rapports au moment de l'écriture du texte d'Abraham. Lorsque on regarde la correspondance entre Freud et Abraham, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à partir de 1909, c'est-à-dire 2 ans à peine après que Abraham ait rencontré Freud pour la première fois, il était venu le voir à Vienne, conseillé par Bleuler d'aller voir, il y avait Jung, Bleuler, et puis il y avait Abraham au Bürgersli à Zurich. Donc Abraham va là-bas, fait connaissance de Freud, et très vite, un lien très profond s'établit entre les deux hommes, et en particulier, quelque chose ils vont partager, tous les deux écrivent sur un peintre. Et alors, ils vont avoir dans leur correspondance, vous en avez accès très facilement, vous verrez la correspondance extraordinairement partagée, croisée entre les deux hommes. C'est « Qu'est-ce que je vais faire avec mon Segantini, vous qui allez écrire sur Léonard ?» Mais non, cher ami, c'est aussi Segantini, c'est très bien, c'est important, mais votre Léonard va quand même étouffer mon Segantini. Mais non, votre Segantini, on va l'avoir, votre Segantini, votre Léonard, n'est-ce pas? On a l'impression qu'ils sont là tous les deux en train de couver littéralement leur œuvre. Et alors, ça, il se passe ceci, quand est-ce que ça va paraître? Alors, là, petite quand même, Freud publie son Léonard en 1910, mais tout de suite après, le texte est là et prêt, Abraham publie son Segantini en 1911. On peut donc dire que dans l'histoire de la psychanalyse, la littérature sur les peintres est venue d'une espèce de gémellité tout à fait intéressante entre Freud et Abraham, avec cette composante narcissique qui quand même frappe à ce moment-là. Bon, on a insisté, bien entendu, sur toutes les raisons qu'avait Freud de s'intéresser à Léonard. Hein. On a beaucoup écrit là-dessus. Alors, on voit qu'on a là 2 psychanalystes, et les premiers, on peut le dire, qui commencent à s'intéresser à la peinture et qui s'emparent chacun d'un peintre qui va être sa propre image, d'une certaine manière. Là, c'est un élément quand même impressionnant. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que sur le plan plus proprement psychanalytique, ce qui est à noter, c'est que les 2 auteurs vont se positionner, là on aborde la question, vont se positionner comme étant des spécialistes qui vont pouvoir expliquer la psychologie, la psychopathologie du créateur, de l'artiste. C'est-à-dire que là, leur position n'est pas du tout
je regarde les images et j'en fais mon... Je pense à... Je fais, enfin, ce que Freud écrira beaucoup après, n'est-ce pas, comment l'œuvre d'art fait penser le psychanalyste. Mais là, on n'en est pas là. C'est la psychanalyse qui fait expliquer l'œuvre d'art. Hein, le Léonard est une explication de Léonard par la psychanalyse, et Abraham le dit clairement. La psychanalyse, mais c'est merveilleux, ça va nous permettre d'expliquer la psychologie des peintres et la psychopathologie, et évidemment, Segantini lui paraît un exemple extrêmement intéressant à développer. Il y a une biographie, et on sait ce qu'elle est. Il y a des documents, beaucoup d'autobiographies, et il y a une œuvre qu'on va voir où on peut s'appuyer sur l'image. Mais au fond, ce n'est pas tellement l'image qui compte. C'est les documents, c'est la biographie du peintre. C'est la biographie du peintre, beaucoup plus que l'activité, la production en elle-même du peintre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Léonard, bien entendu, puisque Freud va beaucoup s'intéresser, évidemment, à l'image, à l'icône de l'œuvre de Léonard. La fameuse histoire du vautour. La fameuse histoire du vautour, soit dit en passant, si les gens du livre noir s'intéressaient à Abraham et Segantini, ils auraient un excellent modèle de comment les psychanalystes racontent des histoires complètement fausses et comment, par conséquent, il ne faut surtout pas les croire quand ils parlent de peinture ou d'autres choses. L'a prouvé sur Léonard, mais vous allez voir qu'on peut le prouver sur Segantini aussi. Alors, donc, si vous voulez, la position des auteurs, nos deux auteurs, c'est que si ils sont conscients l'un et l'autre de l'identification au peintre, enfin du lien, disons du lien affectif profond qui les lie au peintre dont ils se sont emparés en quelque sorte, mon Léonard, ton Léonard, mon Segantini, ils ont quand même l'impression qu'ils sont là pour expliquer une œuvre, pour faire un travail scientifique, pour expliquer l'œuvre et le peintre. Hein. Ils sont du côté du créateur, et non pas du côté de l'amateur, non pas du côté du spectateur. La deuxième remarque, c'est qu'évidemment, chez Abraham, je n'insisterai pas trop là-dessus, mais cet intérêt pour Segantini est articulé aussi avec le fait qu'à la même époque, il s'intéresse à l'application de la psychanalyse à la mélancolie. C'est lui qui va écrire les premiers travaux sur la psychopathologie mélancolique et maniaco-dépressive, donc avec l'oscillation maniaco-dépressive. Il prend des cas au Burgosli et il va faire ce qu'il a d'ailleurs fait aussi dans un article sur la démence précoce, quelque chose qui nous paraît maintenant bien naïf, mais enfin, à l'époque, c'est-à-dire qu'il va prendre la pathologie psychotique et il va essayer de l'interpréter en fonction du modèle de la névrose, c'est-à-dire le conflit, la sexualité infantile, l'Oedipe, et par conséquent, avec ces outils-là, on va expliquer l'hébéphrénie, ou là, maintenant, on va expliquer la mélancolie. Simplement, quand même, bien essayer de cerner les choses de plus près, Abraham va s'appuyer énormément sur les stades du développement libidinal. C'est-à-dire qu'il va dire si effectivement ces éléments-là, l'Oedipe, le conflit, etc., fabriquent une hébéphrénie, enfin une démence précoce ou bien une mélancolie, ça n'est pas par hasard, c'est parce que les choses se sont passées avec une fixation orale ou une fixation anale. Et pour Segantini, il n'a pas beaucoup de recours de ce côté-là dans le matériel. Il va surtout parler d'un érotisme visuel, bon, ce qui est le moins qu'on puisse dire pour un peintre, bien entendu. Donc, une contribution de ce travail sur Segantini à une compréhension de la mélancolie. 2-3 textes d'Abraham vont le préciser, et de ces textes, Freud va faire Deuil et mélancolie. Il va faire Deuil et mélancolie, qui est à peu près dans la poursuite des travaux d'Abraham. Je crois même pouvoir dire, à mon avis, qu'Abraham a vu beaucoup plus de mélancolique que de Freud en 1915, au moment où s'écrit Deuil et mélancolie. Mais l'apport de Freud, qui est intéressant à noter, c'est que ce que n'a pas vu Abraham a vu l'ambivalence. Abraham a vu la fixation orale, la dévoration, etc. Mais Abraham n'a pas vu l'intériorisation de l'objet, c'est-à-dire l'objet qui devient l'objet persécuteur ou haï interne par l'introjection de l'objet mort. C'est-à-dire que cette dimension de la perte et de l'introjection,
Ça, c'est du Freud, c'est pas de l'Abraham. À tel point qu'Abraham lui dit, mais ça, écoutez, c'est pas dans mes observations, moi, vous l'avez pas vu, ça. Freud lui dit, regardez, faites bien attention, il y a ce phénomène d'intériorisation et d'identification à l'objet perdu. Et à ce moment-là, Abraham lui dit, j'ai compris pourquoi je n'ai pas pu le faire, je viens de perdre mon père, mes cheveux sont devenus blancs en une journée, et j'ai compris ce que c'est que l'identification à l'objet perdu. Et c'est ça qui va faire qu'Abraham va accepter en quelque sorte la thèse de Freud sur l'intériorisation de l'objet perdu. Mais à part ce point qui est quand même très important dans la théorie de deuil et mélancolie, mais pour ce qui est de l'ambivalence et de la mort et de la perte en elle-même, Abraham a déjà décrit ça dans les mélancolies. Donc le cas de Segantini illustre la théorie de la mélancolie. D'ailleurs, l'article d'Abraham s'intitulera « Contribution à l'étude de la mélancolie ». L'observation de Segantini est là comme un document clinique pour comprendre la mélancolie. Alors, si vous voulez, avant de regarder l'œuvre, je pense qu'il serait quand même peut-être mieux que je parle de l'histoire. Alors, cette histoire, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui écrivent sur Segantini. Nous avons une historienne française, Madame Marie-Paul Quinsac, qui s'est spécialisée dans la peinture divisionniste italienne, et en particulier chez Segantini, et qui a écrit un énorme ouvrage, il y a 5 ans de ça, où elle a repris, en allant dans toutes les... comme on sait faire quand on est un historien de terrain, n'est-ce pas, est allé voir les enregistrements, les cadastres, etc., et elle a retracé la biographie de Segantini. Alors j'ai été là, à ce moment-là, stupéfait, quand j'ai vu cette biographie, qui est en italien, mais j'ai réussi quand même à peu près à comprendre son italien, mais il n'y a rien en français, de toute façon, pour l'instant. Alors j'ai appris des choses quand même intéressantes. Bon. Alors Segantini, d'accord, il naît en 1851. Bon. Le père... Non, excusez-moi, il naît en 58. Le père est un marchand ambulant de quincaillerie, qui fait faillite sur faillite, qui va d'une ville en ville. C'est un forain, on peut dire. Hein, c'est un forain. Et il épouse en 51 une jeune femme d'une vingtaine d'années. Deuxième mariage, il a eu des enfants entre-temps. En 58, donc, naît Segantini. Il n'est pas le premier enfant. Il y a eu, alors ça n'apparaît pas dans les documents antérieurs, il a eu un frère mort juste avant lui. De cette mère, je ne parle pas du premier lit du père Segantini. Donc il naît en 58. Le père, en 61, semble avoir un petit peu arrangé ses affaires financières et s'installe à Milan, mais le petit reste avec la mère dans un village du Haut-Tyrol, c'était dans la région autrichienne, dans une situation où on apprend qu'ils sont assistés par l'État. C'est une famille tout à fait de grande pauvreté. La mère éduque le petit, par conséquent, et en 61, c'est-à-dire quand l'enfant a, vous voyez, 3 ans, le père revient, et ils vont vivre ensemble, le père, la mère et le petit, jusqu'en 65. Donc la mère, en réalité, n'est pas morte. D'abord, elle n'est pas partie. Elle est toujours restée là. Je veux dire que le petit n'a jamais été séparé de sa mère. Il a été séparé plus ou moins d'un père qui, forain, venait selon les occasions financières. Ils ont vécu ensemble, père et mère, quelques années, puisque c'est de 61 à 65, c'est-à-dire entre 10 ans et 14 ans, le garçon a eu ses parents avec lui. Bon, dans des conditions probablement assez précaires sur le plan financier, culturel, tout ce que vous voulez, mais ils étaient là. La mère meurt après avoir été longuement malade, on ne sait pas de quoi, en 65. C'est-à-dire quand Giovanni Segantini a 14 ans et non pas 5 ans. Or, c'est lui, Segantini, qui a dit qu'il était petit quand sa mère est morte, etc. C'est lui, Segantini, qui dit que sa mère l'a abandonné. Abraham a repris un texte. Alors, on est là, devant... Alors, je crois qu'on doit s'arrêter là. Je n'ai ni le temps ni les capacités pour aller plus loin, parce qu'il faudrait revenir maintenant, réétudier en détail les textes de Segantini par rapport à ce qu'on sait maintenant de la biographie, pour voir jusqu'où Segantini,
comme beaucoup d'écrivains, nous le savons, et d'artistes, était un peu mythomane, n'est-ce pas? Et alors, probablement, Servaes, le premier historien, a dû prendre pour de l'argent comptant les documents de Segantini, du moins c'est moi qui fais cette hypothèse, jusqu'au travail de Marie-Paul Quinsac. Alors, on apprend à ce moment-là donc, que la mère est morte en 65 et le père meurt en 66. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve, non pas que le père n'ait pas voulu s'en occuper, non pas que la mère l'ait abandonné. La mère meurt quand il a 14 ans et le père meurt quand il a 15 ans. Une famille, encore une fois, de gens tout à fait pauvres, hein, à la limite de la pauvreté caractérisée. Alors, à partir de là, il va en effet aller à Milan. Il va aller à Milan et il va être pris en charge par, en effet, une demi-sœur. Mais on voit que ce n'est pas à 6 ans, c'est à 15-16 ans. Et en réalité, quand il a 20 ans, alors l'histoire de la fuite vers la France et de l'idée qu'il va rechercher Napoléon, le mythe d'aller vers le Napoléon et d'aller sur la route de France, à Milan, il ne reste rien sinon qu'on le sait, arrêté pour vol et vagabondage à 20 ans et mis dans un établissement de contention de jeunes délinquants. Alors c'est plus tout à fait la même histoire. Il y a un certain temps, et puis à ce moment-là, il va aller chez un demi-frère qui s'appelle Napoleone Segantini, qui est photographe. Il va travailler dans l'atelier de photo de son demi-frère, et c'est là où il va commencer, comme souvent les photographes, on dessine et puis on se met à peindre, et c'est là où il va découvrir sa capacité de peinture. C'est-à-dire qu'on a une histoire dont on n'a vraiment pas de raison de douter, que Mme Quinsac, avec qui j'en ai parlé, d'ailleurs, m'a dit, mais non, c'est l'évidence, tout ça, c'est les choses, ça se voit. On a là une biographie, enfin pas totalement, mais quand même fondamentalement différente de celle sur laquelle Abraham a construit son modèle. Alors je trouve ça tout à fait intéressant. Par la suite, alors, on a la même histoire, bien entendu, parce que là, elle est beaucoup plus connue, beaucoup plus élaborée. Le départ d'abord dans la région des Grands Lacs, le mariage avec Bice Bugatti, ensuite la montée en Suisse, toute l'idéologie de Segantini, tout ça est absolument vrai, chez un peintre très connu, chez un peintre que l'on va visiter. Chez un peintre auquel, par exemple, dans le livre, on s'aperçoit que M. de Montesquieu, le fameux modèle de M. de Proust, enfin, va voir Segantini, le rencontrer à Maloja, parce que à Maloja, c'est aussi pas très loin de là où il y a Sils Maria, la ville de Nietzsche, etc. Il y a un milieu intellectuel. Et Segantini est au cœur de ce milieu. D'ailleurs, si vous allez à Maloja, vous pourrez voir, comme je l'ai fait alors, la maison qu'avait achetée Segantini. C'est un très grand chalet au milieu. C'était un patriarche, peintre, qui avait complètement dépassé. Mais dépassé quoi? Ça n'était pas une histoire à la Abraham, quand même. Enfin, c'était quand même qu'il y a 20 ans, il était vagabond, c'est vrai, et surtout qu'il était d'une famille de grande pauvreté, ça paraît évident. Alors maintenant que vous voyez le mythe et la vérité, je pense qu'on peut regarder les tableaux. On va donc les regarder, les parcourir. Il y en a une série maintenant, si vous voulez bien. Je ferai alors des petits commentaires sur les tableaux. Je ne suis pas sûr, excusez-moi, de l'ordre dans lequel ils vont passer. Je vois déjà que nous avons un des tardifs, puisque les dernières œuvres de Segantini, ce qu'il fera à Saint-Moritz, et qui seront d'ailleurs, il a un musée Segantini à Saint-Moritz. Si vous y passez, je vous engage vivement à aller le voir. Il y a beaucoup de documents, et il y a en particulier un triptyque de 3 grands tableaux, qui sont le printemps, l'été et l'hiver, la naissance, la vie et la mort. Et là, vous avez la mort. Vous voyez ce plateau sur lequel, en fait, il est mort, lui, mais pas en peignant ce tableau-là. Moi, je m'étais dit, voilà, c'est même ce nuage qui paraît pas tout à fait terminé là-haut, c'est peut-être le nuage de sa mort, en quelque sorte. Non, c'est pas vrai. Ce tableau-là était déjà redescendu à Saint-Moritz, tant pis pour l'idéalisme de l'image. Il était en train de peindre la vie. Alors, le suivant, s'il vous plaît.
Alors là, on a le tableau type, n'est-ce pas, de Segantini. La haute montagne, la très haute montagne, vous voyez que c'est les sommets, et alors la nature, les paysans, les vaches, les moutons. Alors je vous dirais simplement deux petites choses là-dessus. D'une part, alors, les montagnes, parfait. Hein, je vous garantis que c'est exact, parce que moi j'ai acheté des cartes postales, que j'ai comparées avec les tableaux, impeccable, hein, pas une erreur. Pour ce qui est des personnages, ben, on les retrouvera toujours. Alors les vaches, beaucoup. Les amis un petit peu ironiques ont commencé à se ficher de moi parce que je m'intéressais à Segantini, m'ont envoyé pendant des années des cartes postales avec des vaches dans la montagne en me disant aux spécialistes de Segantini. Alors j'en ai une collection comme ça de Pontalis, de Smirnov qui m'envoyaient comme ça les vaches de l'Orgadine. Alors la suivante, s'il vous plaît. Voilà encore, vous voyez, alors toujours ces éclairages qui sont assez beaux d'ailleurs. Alors là, vous avez le thème des deux mers, hein, la mer avec le, bon, et puis d'autre part les animaux, vous voyez, on a le type même. Alors c'est une peinture, vous le voyez, qui est comme un petit peu divisionniste. Enfin, on voit quand même une touche qui est un petit peu. Alors d'où ça vient, ça je vous l'ai dit tout à l'heure en passant. Il avait, parce que tout ça, il avait un impresario, Segantini. Dès l'âge de 22-23 ans, il y a un type qui était un Hongrois d'origine, Victor Grubissi, qui était un collectionneur de tableaux, qui a beaucoup fait pour l'école de Milan, avait pris sous sa houlette Segantini et le vendait. Enfin, je veux dire qu'il lui donnait de l'argent, il vendait ses tableaux. Enfin, ça se faisait pas comme ça. Et alors, c'est ce Victor Grubissi qui, étant venu à Paris dans les années 80 à peu près, 90, a envoyé des cartes postales à Segantini de Seurat et de Signac en lui disant « Regardez ce qui se fait à Paris maintenant, vous devriez en tirer quelque chose pour vous. » Et effectivement, Segantini a commencé à avoir une palette plus divisée, si on veut, qu'auparavant. Tableau suivant. Alors là, vous avez deux grands mythes que vous allez voir, et ça, évidemment, Abraham ne l'a pas inventé. C'est le mythe de l'amour pur, hein, la perfection, l'idéal, la jeunesse. Là. Alors vous l'avez là, l'ange de l'amour, la jeunesse. Hein. Bon. Toujours dans le même paysage, il n'y a pas de vache là, mais il y a l'allégorie. Tableau suivant. Et voilà encore le grand mythe de la mer. Alors Abraham dit, voyez ça c'est la mer qu'il a abandonnée. Alors il a reconstruit, c'est une mer idéalisée, n'est-ce pas? Bon, le sait-on, parce que bien sûr, enfin, ce garçon de 14 ans, il a perdu une mère à 14 ans. Bon, c'est vrai que ce décès lui a pesé, ça ne fait pas de doute. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que l'orphelinat qu'on nous avait décrit chez Abraham. Alors on voit ici un mythe de l'amour idéal. Notez déjà quelque chose qui est assez particulier. Sur un arbre, on est dans la montagne encore, ça ne se voit pas trop, enfin, c'est un paysage de montagne, comme toujours, et vous voyez sur un arbre mort, quand même, parce que vous allez voir ce que l'arbre mort va faire à d'autres images. Le tableau suivant, s'il vous plaît. Alors, apparaît là, sur l'arbre mort, quelque chose de particulier. Les cattive madre, les méchantes mères. Alors là-dessus, il y a eu un roman. On a dit, oui, vous voyez, Segantini, tout d'un coup, sort sa haine contre la méchante mère. Les cattive madre, celles qui abandonnent leurs enfants. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces femmes-là? Eh bien, elles vont souffrir, elles sont exposées au soleil ardent de la haute montagne, brûlées par le soleil et desséchées sur des arbres morts dans la haute montagne. C'est-à-dire qu'il y a le supplice de la mauvaise mère. Oui, mais ce que l'on sait, ça on le savait déjà du temps d'Abraham, c'est qu'une poétesse italienne, Neera, reprenant des légendes indiennes, avait sorti ça d'une histoire indienne, c'est-à-dire des supplices des femmes, des mauvaises femmes. Donc le thème de la mauvaise femme, elle va voir Segantini et c'est elle qui lui donne le thème, n'est-ce pas? Et qui lui demande de faire des tableaux illustrant cette légende indienne. Et il le fait pour cette poétesse avec laquelle il aura toute une correspondance. Il lui fait ça pour illustrer en quelque sorte les légendes. Alors, je ne dis pas que ça ne vienne pas aussi de sa fantasmatique personnelle, mais enfin, il y a quand même là une grosse influence culturelle qui a joué. Alors, ce sont des tableaux impressionnants. Vous voyez la mer. Alors, on ne voit pas très bien, mais il y a des bébés qui tentent de téter
ces femmes stériles, ces femmes qui n'ont pas de sein, qui n'ont pas de lait, n'est-ce pas? Il y a donc là quand même un thème qui est très fort dans sa peinture. Il y en a 4 ou 5 tableaux comme ça. Tableau suivant. Alors toujours dans la haute montagne, bien sûr, les mêmes pieds-là. Voilà une qui est encore plus remarquable. On voit bien la tête du bébé qui s'acharne sur un sein et la mère desséchée dans le soleil de la haute montagne. Donc il y a ce thème-là qui certainement a joué un rôle important, mais ce sont des tableaux particuliers liés à une histoire indienne et commandités par l'auteur. Tableau suivant. Alors là, on revient. Alors c'est un tableau, en réalité, c'est un tableau qui est un petit peu antérieur au précédent. C'est un tableau de Savoyen, de la période antérieure, celle que Abraham considère comme la phase maniaque. Moi, je ne trouve pas. Il y a de la lumière, c'est évident, mais enfin, je ne trouve pas qu'il y ait une différence absolument radicale avec les autres. On a un personnage qu'elle apparaît là, dont je n'ai pas parlé, qui est la petite servante, dont les mauvais esprits pensent qu'elle aurait été aussi la maîtresse de Segantini. Enfin, elle faisait partie de la famille, en tout cas, et qui d'ailleurs l'a assisté au moment de sa mort. J'ajoute une chose pour la mort, j'ai oublié de vous le dire, c'est que quand il est mort, il y avait un médecin à côté de lui, alors qu'on raconte qu'il refuse de descendre pour ne pas voir de médecin, n'est-ce pas? En réalité, il y avait un médecin qui était monté avec son fils en lui disant « Écoute, il faut te faire opérer, il faut descendre, une péritonite ». Donc, il y avait toute une légende là sur le refus médical. Le suicide est quand même très discutable. Enfin, ou la parapraxie suicidaire. Destin suivant. Alors voilà la petite servante, celle qui assistera jusqu'à sa mort, à Savonia, c'est-à-dire un peu plus bas. Vous voyez, on remonte dans le temps, là, avec toujours ces images d'animaux, de maternité animale. Dessin suivant. Oui, ça, on revient sur autre chose qui sont des premiers dessins. Alors oui, on voit d'ailleurs une facture qui est tout à fait différente. On voit quand même quelque chose qui va apparaître plus tard du côté des mauvaises mères, d'ailleurs, ce thème de l'arbre. Dessin suivant. Voilà l'autoportrait. Dessin suivant. On revient alors dans les tableaux des dernières années, 95, c'est-à-dire 4 ans avant la mort. C'est l'enterrement, c'est le thème de l'enterrement. On l'a vu dans le première image, c'est un thème qui est en effet un thème familier pour lui, mais je crois qu'il ne faut pas non plus en faire tout. Enfin, il y a le thème de l'enterrement, il y a le thème de la naissance et des bébés, il y a toute une saga de la vie, n'est-ce pas? Alors je crois qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur deux enterrements pour dire qu'il y a une méditation mélancolique particulière. Voilà. Vous voyez en passant tous les tableaux, où sont-ils? Milan, Vienne, Zurich. L'exposition de Zurich, elle était énorme. Il y avait tous les tableaux. À ce moment-là, on a voulu la faire venir à Paris. On a mis Ulysse Coco, qui est un psychiatre qui s'intéresse beaucoup. On a un petit groupe comme ça de ségantiniens. Et quand on a essayé d'obtenir qu'on s'intéresse à l'idée qu'il y aurait une exposition Ségantini, la réponse a été superbe. C'est un peintre qui a trop peu d'intérêt pour les Français pour mériter une exposition. Alors, voilà. Bon, alors la suivante. Bon, je crois que là, on revient maintenant sur d'autres reproductions, dont je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Voilà, alors, il resterait, si vous voulez, deux choses. D'une part, dans l'article que j'ai écrit il y a 2 ans, alors, que je reprenais, que vous connaissez, sur lequel on va revenir, je fais, au fond, je voudrais faire 2 remarques fondamentales. L'une, c'est de dire, au fond, ces psychanalystes qui ont voulu expliquer des peintres, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été fascinés par des peintres. Et ils ont été fascinés sur un mode narcissique par les peintres. Au fond, son Léonard, pour parler de celui de Freud, c'est Léonard qui fait penser Freud. Alors, ça rejoint, vous dites tout à l'heure. Enfin, voilà comment je vous dirais les choses un peu simplement pour aller vite, pour qu'on ait le temps de discuter. Léonard fait penser Freud. Et il le fait fantasmer d'ailleurs. Mais ce n'est pas Freud qui explique Léonard.
c'est Léonard qui nous fait voir le travail psychique de Freud. Et dans le Ségantini, je pense que fond, le Ségantini tel qu'Abraham l'a vu, c'est quand même la sublimation de l'amour. Abraham est un enfant, pensez si je me suis renseigné, qui a eu une enfance merveilleuse, des parents délicieux, une mère adorable. Il a vécu tout à fait parfaitement avec des parents, tout ce qu'il faut, etc. Donc aucune possibilité d'identifier la misère de Ségantini avec le côté aisé, disons, de l'enfance d'Abraham. Mais n'empêche qu'Abraham, qu'est-ce qu'il est allé chercher dans Ségantini ? L'amateur de tableau, l'amateur de montagne, bien sûr, il le dit, n'est-ce pas ? L'idéalisme passionné, la philanthropie massive, en quelque sorte, le déplacement sublimatoire, tout ce qu'on a vu. Est-ce que c'est ça qu'il est allé chercher ? Est-ce que c'est un miroir, en quelque sorte, je continue à le penser. Mais alors le penser en disant, malgré tout ce qu'on sait maintenant concernant les écarts d'explication, et surtout en disant, ben voilà, l'important d'Abraham, c'est d'avoir su penser avec Ségantini. Finalement, ce n'est pas Abraham qui explique Ségantini, c'est Ségantini qui fait penser Abraham d'une certaine manière et qui fait fleurir en quelque sorte la pensée psychanalytique d'Abraham. Alors là, on se heurte à quelque chose, c'est que est-ce que ce n'est pas vrai de tous ceux qui s'intéressent à la peinture et qui se prétendent faire des lectures psychanalytiques? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce n'est pas, au fond, nous qui sommes fascinés par l'œuvre et qui ne cherchons pas à expliquer un peintre? Je crois que de ce côté-là, on a quand même beaucoup plus de modestie. Mais ce que nous cherchons, c'est à faire travailler notre psychanalyse, si j'en peux dire, avec un peintre ou avec une pathologie ou avec un style. Et au fond, la peinture nous aide à penser psychanalytiquement, ce qui rejoint quand même une partie du développement de la pensée freudienne avec le fameux article sur l'écrivain, n'est-ce pas, qui fait penser, qui en sait plus sur l'inconscient et qui fait travailler le psychanalyste. Je crois qu'on a là, par conséquent, et c'était un petit peu, je pense qu'on va peut-être y revenir en discuter, je dirais que le psychanalyste s'intéressant à la peinture, c'est beaucoup plus un amateur qui fait une auto-analyse de sa fascination qu'un spécialiste qui propose une explication de la création picturale. C'est-à-dire que je pense que là, en tout cas, c'est un thème de réflexion qu'on peut développer comme cadre général de la pensée. Alors, il faudrait encore revenir, mais là on va s'arrêter là parce que ce serait trop long, sur un autre point qui est la mélancolie. Parce que je crois quand même que ce qui a manqué à Abraham et ce qui a manqué au Freud de deuil et mélancolie, c'est que la dimension narcissique au sens spéculaire du terme n'est pas du tout présent. Or, je crois qu'il y a dans la mélancolie quelque chose qui est quand même fondamental, qui est ce que j'appelle le vertige mélancolique. C'est-à-dire trouver dans l'image sa mélancolie, non pas un mélancolique, non pas une mélancolie, mais la mélancolie. Et il y a, quand on regarde, mais ça je ne peux pas le développer là, si je pense le développer dans la conférence que je ferai dans 15 jours à l'exposition du Grand Palais sur la mélancolie, c'est-à-dire qu'au fond, le vertige mélancolique est ce qui fait que notre mélancolie, elle nous pousse à aller chercher en quelque sorte sa propre image dans l'œuvre. Pensez, sans parler de la peinture, à Musset et à la nuit de décembre, le jeune homme vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère, n'est-ce pas, et qu'on rencontre tout le temps, qui est sa propre image, jusqu'au moment où cette image se nomme « Je suis ton frère ». Je ne te toucherai jamais, nous ne pouvons pas nous toucher, mais je suis ton frère, je m'appelle la solitude. C'est-à-dire que la solitude mélancolique est liée aussi à une espèce d'identification mégalomaniaque, en quelque sorte, de la mélancolie. Je dis mégalomaniaque parce que je crois que là, il y a à la fois une idée de mégalomanie dans ce vertige mélancolique. Je suis le veuf, l'inconsolable, n'est-ce pas, l'inconsolé, le prince de l'Aquitaine. Enfin, on aurait mille modèles de cette... Et on l'a vu un peu chez Degas, dans cette fausse mélancolie qu'il nous présentait dans cet autoportrait, où au fond, il veut se faire voir comme mélancolique, n'est-ce pas ? Il y a ce vertige mélancolique qui, je crois, fait partie de notre psychopathologie et qui sera à développer dans cette perspective. Bon, merci. Merci beaucoup, Vassilis. Ça va être compliqué, parce que Daniel Videlocher a résumé 2 articles plus une conférence à venir.
Donc, je vais essayer au moins d'être bref et de vous laisser un temps de parole. Alors, effectivement, vous opposez l'analyste expert, c'est-à-dire l'analyste qui se pose dans une relative symétrie avec l'historien de l'art, sauf que lui, c'est un historien de l'individu, de la personne, de son évolution personnelle et de la façon dont sa conflictualité et ses fantasmes et sa vie pulsionnelle va se traduire dans le tableau, en l'occurrence. On pourrait parler de l'œuvre d'art en général, et qui donc nous permettrait, à partir d'une biographie, de faire des liens de type interprétatif expertal, hein, donc une espèce d'expert. Et puis, c'est vrai que cette espèce d'ambition, qui a une coloration de type, on pourrait objectiviste, hein, et puis positiviste, est très présente, aussi bien dans l'approche de Freud et de Léonard de Vinci que dans l'approche de Abraham. Et là-dessus, et je vous suis très bien là-dessus, vous opposez l'analyste qui se positionne comme un amateur. Alors vous précisez bien l'amateur au sens qu'on utilisait ce terme au XIXe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure, face à l'œuvre d'art, en l'occurrence face à un tableau, d'instaurer un dialogue entre ce que le tableau est en train de dire et ce que lui est en train d'entendre et d'une certaine façon d'y ajouter. Autrement dit, ce qu'on pourrait appeler une espèce de dialogue, une pensée commune, une empathie, une capacité à se projeter soi-même et de pouvoir faire vivre le tableau avec une certaine diachronie, avec une certaine historicité, donc avec une temporalité. Le tableau raconte en quelque sorte sa vérité sur une histoire. Et donc vous opposez ces deux visions. Alors, et c'est vrai que c'est très difficile de défendre un tant soit peu la première vision, la vision expertale de l'analyste qui utilise, pour ainsi dire, le tableau comme un texte de type, se prétend à l'interprétation psychanalytique, puisque justement, à travers ce travail de détective que vous nous avez proposé, on se rend compte que tout était faux et que par conséquent, il est très difficile, certes. Abraham a construit un travail remarquable sur la mélancolie à partir de Segantini. Certes, il a travaillé sur la biographie de Segantini. Je vous donne un exemple. Dans le deuxième chapitre, Abraham dit, il part de cette biographie qui manifestement a consulté, qu'il a mis en parallèle avec les tableaux. Et donc voilà, il décrit un artiste qui parle de soi-même, de son enfance, de son adolescence, qui parle très peu de son père, parce que c'est un homme qu'il n'a pratiquement pas connu, qui a été très affecté par la mort donc prématurée de sa mère, avec laquelle pratiquement il vivait, et qu'en ce moment-là, il a 5 ans. Apparemment, c'est Segantini qui donne cette version-là dans son autobiographie. En ce moment-là, son père vient le chercher, il le descend à Milan, il le laisse chez cette sœur aînée, demi-sœur d'un premier lit, et là-dessus, le père part avec un de ses fils du premier mariage aux États-Unis, et donc, ce qui est totalement faux, et que Segantini ne le verra plus jamais. Donc, il a perdu une maman à l'âge de 5 ans, et puis il a retrouvé brièvement pour perdre à jamais son père. Voilà l'histoire qui, semble-t-il, se raconte dans son autobiographie et sur laquelle Abraham travaille tellement bien qu'il arrive à la retrouver dans les tableaux et qu'il arrive à nous proposer, effectivement, je crois, et ça je crois que ça mérite d'être souligné, un des premiers modèles de l'idée d'une opposition bon-mauvais, qui fera fortune par la suite dans les travaux de Melanie Klein, élève elle-même d'Abraham, sans l'intervention d'un tiers. C'est-à-dire qu'il est possible de parler des objets en termes de bon-mauvais, sans que leur bonté ou leur mauvaiseté soit en rapport avec la relation qu'ils ont avec un troisième terme de la relation, et la relation que le sujet entretient avec ce troisième terme. Et que je crois que là,
Abraham saisit quelque chose d'important, que la mer n'est pas bonne ou mauvaise selon ce qu'elle nous permet ou qu'elle ne nous permet pas de faire, et ceci en fonction d'une rivalité avec un père, parlons d'un garçon, puisque parle de Segantini, autrement dit que la mère n'est pas bonne parce qu'elle est avec nous et mauvaise parce qu'elle est avec lui, mais qu'elle peut être bonne ou mauvaise en soi. Et ceci, cet élément en soi, Abraham pense le trouver dans les tableaux que vous venez de voir, qui sont effectivement dans une espèce de spécularité inversée, c'est-à-dire d'un côté cette image des couleurs sombres, d'arbres asséchés, avec une mer totalement carbonisée, on dirait un enfant qui agonise dans ses bras, et puis de l'autre côté, cette mer genre Madone, totalement idéalisée, qui s'occupe merveilleusement bien dans une espèce d'osmose exquise de son bébé. C'est-à-dire une bonne et une mauvaise mère en l'absence de tout père, sans qu'un père joue un rôle quelconque dans le qualificatif de bon ou de mauvais pour cette mère. Et donc voilà ce qu'il trouve. Alors, le problème, c'est qu'évidemment la biographie, comme vous venez de l'apprendre, est fausse. Et comme la biographie est fausse, on peut dire, et donc, cette espèce d'objectivation d'expertale de l'analyste face à la problématique de ce peintre tombe à l'eau. Alors, mais le point sur lequel on peut quand même constater une convergence, c'est que l'interprétation est fausse eu égard à la biographie du peintre, mais elle est tout à fait pertinente eu égard à l'histoire qu'il se raconte à soi-même. Voilà. Autrement dit, d'une part, il est possible qu'on puisse se raconter des histoires plus vraies que nature, hein, et que je crois que, bon, là, pour le coup, on est tous d'accord, c'est vrai qu'on peut se raconter sur soi-même des histoires plus vraies que nature. D'autre part, et surtout, qu'on se raconte une histoire à soi-même dans une biographie, ou qu'on peigne, probablement, on est toujours dans l'histoire qu'on se raconte concernant soi-même. Et que donc, c'est tout à fait logique qu'on puisse trouver des concordances entre le tableau et l'histoire qu'on se raconte soi-même, à soi-même, plus qu'entre le tableau et l'histoire biographique réelle de l'individu. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce qui compte, c'est le discours autobiographique qu'on développe, que ça s'appelle tel, comme un texte écrit, ou que ça s'appelle tableau qu'on propose, et que cela, en réalité, qui s'offre à l'interprétation, plus qu'une prétendue correspondance avec une biographie que le sujet a arrangée à son goût, probablement pour exprimer des choses que cette biographie ne lui apporte pas. Voilà pour commencer la discussion. Très bien, merci. Juste pour aller dans le sens de Vassilis, là, une citation de Saül Bellow qui dit que l'œuvre n'est pas expliquée par la vie de l'artiste, bien sûr, mais l'œuvre est la véritable biographie affective de l'artiste. C'est une autobiographie affective et, rajoute-t-il, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle condense tout ce qui a pu se jouer dans le passé d'un point de vue fantasmatique, mais aussi les anticipations futures. Sur ce point, donc, avec... la parole est à la salle. Oui. Alors, attendez. Attends, pardon. On va te donner un micro pour qu'on puisse enregistrer la question. Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Puisqu'on parle de biographie, moi-même j'étais un peu perdu dans vos repères biographiques. Vous nous avez dit qu'il était né en 1958, que son père était décédé en 1966. Et 1800. C'est des 1800. Ah d'accord. 1858, 1899, voilà. 1858, pardon. Oui. 1800, excusez-moi. 1858, que son père était décédé en 1866 et qu'il avait alors 14 ans. Non. Si, c'est ce qui a été dit.
Non, vous avez raison. Il est né en 58. Le père meurt quand il... Non, vous avez raison, il a 8 ans. C'est quand même un point important, exact. c'est pour ça que je le soulève d'emblée. Oui. J'ai fait une erreur sur le 51 et sur le 58, vous avez tout à fait raison. Il est plus jeune quand même. Il est plus jeune. Oui. Mais le père. Le père meurt en 66. Non, ce qui est certain, c'est que le père meurt presque après la mère et ne va pas du tout en Amérique. Voilà. Alors, ça. Donc il y a un réel traumatisme peut-être, bien que la réalité soit de peu de valeur, on est d'accord. Oui. Donc j'ai fait une erreur parce que le 51-58, j'ai fait une erreur de 7 ans. Je vous dois alors 1000 excuses parce que c'est un texte que j'ai repris récemment. Donc le vol et vagabondage, c'est en réalité à 12 ans. 12 ans. C'est donc bien jeune et qu'il est placé à ce moment-là dans le... Et alors c'est quand il a 15 ans qu'il va travailler chez son frère Napoléon. Alors ça, l'histoire d'aller chercher Napoléon sur la route, je crois que c'est indiscutablement, il a 13 ans, tout à fait. Oui. J'ai fait une erreur de calcul, j'ai pris en effet le mariage et non pas la date de naissance. Je dois dire en passant, le frère aîné mort n'apparaît pas du tout. Non. Ça apparaît dans l'histoire de la fillette morte, probablement. Oui, c'est ça. Allez-y, oui. Non, le micro, Marthe. Oui. En préparation de cette soirée, j'ai regardé sur Internet le texte d'Abraham, et il y a un moment, vers la fin du texte, où il mentionne que quand il était petit, le frère aîné serait mort dans un incendie, et que Abraham évoque l'idée que Ségantini, petit garçon, assistait à sa mère en deuil, lié à la mort de ce frère dans un incendie, et relie un tableau d'un cahier du feu à cet événement tragique dont il aurait été témoin de façon un peu indirecte. Enfin, c'est mentionné quand même dans le texte sur Internet, en tout cas. Non, j'ai pas bien entendu, je m'en excuse. Marthe. Oui. Vous voulez que je Oui. réexplique tout? Oui. Excusez-moi. Je disais que dans le texte que j'ai trouvé sur Internet, Oui. Karl Abraham mentionne que Ségantini aurait été témoin, quand il était bébé, du chagrin de sa mère à la suite de la mort d'un frère aîné mort brûlé dans un incendie. Ça, on ne sait pas de quoi il est mort. On sait qu'il y a eu C'est ce que dit Abraham. Oui. Dans le texte sur Internet, Abraham mentionne ça, quoi, ce traumatisme de l'incendie du frère. Ils veulent absolument qu'il ait été traumatisé. Hein. Oui. Attendez, le micro, s'il vous plaît, vraiment. C'est le même texte qu'on a trouvé dans Internet. Il explique aussi son premier dessin, disons, il devait dessiner l'enfant d'une femme, l'enfant mort d'une femme. Oui. Donc ça, ils expliqueraient son premier dessin. Oui. Ça, on n'en a pas le... Ce qu'on sait, c'est qu'il a peint des corps morts. Il a imité un peu le Mantegna, vous savez, avec le Christ mort. Il y a plusieurs tableaux que je n'ai pas représentés. Mais c'est des adultes à ce moment-là dans sa peinture. Oui. Ça fait partie de son autobiographie, c'est ce que vous rapportez. Oui, c'est les éléments de l'autobiographie. Qu'il aurait dessiné lui-même l'enfant mort, la petite fillette d'une femme, pour que la femme puisse garder à jamais l'image de son enfant morte. Alors, il me semble quand même que ce que vous développez aujourd'hui, ce que vous avez pu développer lorsque vous avez évoqué Edgar Allan Poe et Dupin, enfin, il est éclairant et devient fascinant et même inquiétant si on fait un parallèle entre ce que vous évoquez là sur le critique d'art, l'amateur, le spectateur qui projette sur un écran plus ou moins blanc dans une rencontre un certain nombre de ses fantaisies, et que, bon, comme le dit Green, l'analyste est l'analysé du texte avant toute chose. Bon. Et si on met en parallèle ce que vous développez avec la clinique psychanalytique, vous avez été l'auteur d'une métapsychologie de l'écoute psychanalytique, alors on pourrait imaginer que dans la relation, que dans la cure, il n'y a pas de raison de ne pas penser que l'analyste qui interprète n'est pas éventuellement projectif et qu'il est peut-être choisi, entre guillemets, son patient dans un certain contexte. Bon.
Et que, alors, que vaut le statut d'interprétation? Et que vous avez un certain nombre de développements qui est de dire, bien évidemment, qu'il faut qu'il y ait une co-création, une pensée commune. Et puis c'est toute la question aussi du fantasme, qu'est-ce qui se transmet, etc. Vous voyez le... C'est toute la question de ce que Freud appelle, pas d'autres, l'induction de pensée. Parce qu'il ne faut pas oublier, je renvoie là aux 3 textes qu'il a écrits sur rêve et télépathie, psychanalyse, enfin sur les 3 textes des années 23-24, y compris une des conférences, enfin dans les 3 textes, il y a là une des conférences, des nouvelles conférences, un peu plus tardives par conséquent. Il reprend un thème, vous savez, qui lui a été, je l'ai développé dans un autre travail, qui est quand même un thème, il a toujours été fasciné par la télépathie, c'est-à-dire, ou plus exactement par la communication de pensée. Et la thèse qu'il a toujours pensée, c'est que le voyant, le mage, fait parler le naïf client et en quelque sorte extrait du discours de l'autre des éléments qui vont lui permettre de faire croire qu'il connaît la vérité, c'est-à-dire que son explication. Ça, il le fait en sous-main avec Ferenczi en 1909-1912. Il court chez les voyantes, l'un et l'autre, pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment les voyantes ou les voyants peuvent comprendre quelque chose du phénomène. Et alors, il va le redévelopper, alors là, il va le laisser complètement silencieux, à tel point, c'est de l'anecdote, mais Ferenczi lui écrit en 1913 une lettre, il lui dit « Cher professeur, une grande nouvelle, je suis lecteur de pensée. » Lecteur de pensée, c'est-à-dire voyant en allemand. Denken, Reader, c'est-à-dire c'est celui qui lit la pensée. Je lis la pensée des autres. Je suis un voyant. Et c'est un point très important pour comprendre le transfert, dit Ferenczi, et pour la pratique de l'analyse, ça peut nous aider. Alors Freud, qui s'était déjà fait traiter par Fliss de lecteur de pensée, et qui avait répondu en disant « Si vraiment je suis un lecteur des pensées, si ce que je lis dans les autres, c'est mes propres pensées, alors je n'ai qu'à jeter toute mon œuvre à bas, n'est-ce pas ?» C'est une des raisons pour lesquelles il se fâche avec Fliss. Quand il entend Ferenczi lui dire « Je suis médium, mon cher professeur », et c'est vraiment un pas dans la psychanalyse, il lui a cette lettre sublime où il lui dit « Je ne doute pas que vous allez avoir une grande carrière à comprendre des problèmes très compliqués que sont les problèmes de la transmission de pensée, mais je vous donne un conseil, n'écrivez pas ça tout de suite, attendez 2-3 ans avant de publier ça, parce que vraiment ça mérite beaucoup de réflexion. » Alors Ferenczi, qui obéit aux ordres, dit « Cher professeur, j'ai compris, je n'écrirai pas ça. » Il ne l'a jamais écrit d'ailleurs. Mais alors Freud va reprendre le problème de la télépathie, et ce qu'il va dire, c'est de dire ce qui se passe pour l'analyse, c'est que nos patients induisent en nous des pensées qui vont nous permettre d'interpréter en quelque sorte l'inconscient. Et il va le dire. Il dira d'ailleurs de la télépathie, c'est la seule chose que la psychanalyse peut dire. Du reste, rien. C'est-à-dire, il n'en fait pas une base pour une explication mystérieuse de la communication de pensée. Il parle, et dans ces textes-là, il parle de l'induction de pensée. L'induction. Alors moi, je crois qu'il y a là une dimension quand même très importante sur laquelle j'ai travaillé, c'est que je crois qu'effectivement, il y a ce processus d'induction de pensée, c'est-à-dire que nos patients, entre guillemets, induisent des cours associatifs. Je ne dis pas qu'ils nous induisent des pensées concrètes, précises, mais ils nous induisent un processus associatif, c'est ce que j'ai voulu développer. Alors effectivement, on le retrouve dans la lecture de l'objet d'art. Mais le parallèle encore entre la clinique psychanalytique et l'amateur d'art, c'est que, même si le patient induit des processus de pensée et qu'ensuite il y a une co-création commune, l'analyste, la question de savoir si le transfert ou le contre-transfert démarre, l'analyste élit aussi le patient, et celui qui rentre dans un musée, qui va vers un Magritte, un Bacon ou un Segantini, élit ce tableau plutôt qu'un autre, c'est-à-dire qu'il y a une véritable rencontre identificatoire où ça passe dans les deux sens, où c'est circulaire, c'est dynamique tout ça. Oui, bien sûr. Et alors, il y a un point où là, si je puis dire, j'ai du mal à lâcher par rapport à... où je reste dans une espèce de théorie magique, c'est que moi, je pense que il faut prendre les choses entre l'artiste et son œuvre,
Et je pense qu'un artiste qui commet une œuvre, quelle qu'elle soit, mais en particulier picturale, c'est une espèce de rencontre qu'il exprime, qui figure une rencontre avec son objet d'amour. Bon. Et chez Segantini, alors Karl Abraham a beaucoup développé ça, la montagne, c'est quand même la terre natale, c'est-à-dire la première mère, bon, et que les fonds des tableaux de Segantini, c'est quand même des retrouvailles avec l'objet maternel, même dans des circonstances compliquées. Bon. Donc du côté entre l'auteur et l'œuvre, il y a une rencontre avec l'objet d'amour, des retrouvailles possibles ou pas. Du côté du spectateur qui vient voir un tableau, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'il projette tout un tas de choses, mais en même temps, il projette un tas de choses chez quelqu'un qui sollicite en lui ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre là, un symptôme commun, et qu'on ne fait plus la part des choses entre ce qui est provoqué par le spectateur ou ce qui est provoqué par l'artiste. Il y a une véritable rencontre et une véritable création autonome. J'en viens à ce que vous dites, c'est mon Segantini, c'est mon Bacon, c'est mon Magritte, c'est-à-dire, voilà moi ce qu'il sollicite en moi. Il y a d'autres Bacon, il y a d'autres Magritte, il y a d'autres Segantini, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que ce qu'il a pu solliciter en moi est quelque chose qui est une création commune pour le coup. Alors, ce qui appuie ça, moi, en vous écoutant, je pensais comment je suis tombé amoureux de Segantini. Oui. Parce que je dois dire que ce n'est pas la peinture que je trouve la plus extraordinaire, bien entendu. Et, bon, alors, je m'intéresse à ça à travers le texte d'Abraham, je travaille ça. Mais à partir de là, quand j'ai commencé à aller de musée en musée pour voir des Segantini, c'était mon Segantini. Je me suis mis à aimer les vaches et les moutons et l'engadine. Et c'était plus que, disons, du snobisme d'érudits qui, comme ça, un dada et connaît. Je me suis mis à aimer les Segantini. Et quand j'en retrouvais un, je me disais, ah bah tiens, là, alors que c'est pas mon... C'est des retrouvailles avec l'objet d'amour. Voilà, alors qu'au fond, il m'avait donné un objet d'amour à voir. Et alors, je me demande si ça ne s'applique pas à d'autres peintres et à d'autres moments de notre histoire personnelle. On se met à aimer un peintre, on tombe amoureux, quoi. Non pas du peintre, mais de l'objet d'amour du peintre. Absolument. Nous n'avons pas le patient en séance. Nous avons quelque chose qui fabrique en ce moment-là, sous la forme d'un discours, d'un certain nombre de mots et d'un certain nombre de manifestations émotionnelles. Nous n'avons pas la personne, on ne sait pas comment elle vit, on n'est pas chez elle, on ne sait pas comment elle passe ses vacances, sauf ce qu'il nous dit, etc. Il n'y a pas moyen de prouver qu'il aurait dit les mêmes choses avec la même succession à un autre analyste. Il n'y a aucun moyen de prouver ça. C'est-à-dire que de toute façon, nous n'avons jamais que le produit qui est initié, qui est induit par une rencontre et qui est induit par la rencontre avec cette personne-là et non pas forcément quiconque serait à cette place. C'est en cela que ça ressemble au tableau. Oui, on va donner le micro. On a vu sur des tableaux où on voit cette figure de la mère justement accrochée à cet arbre mort, et donc on se dit effectivement, lorsque vous, psychanalyste, décrivez comme mélancolie, donc là dans l'œuvre d'art vous avez des représentations de jusqu'où ça va, et donc moi j'aimerais savoir si dans d'autres tableaux qu'on a montré où on n'a pas tellement, à part ces descriptions de paysages, etc., jusqu'où ça va, parce que vous avez dit vous-même que ce thème lui avait été proposé par une poétesse. Une poétesse qui en avait retiré par rapport aux légendes indiennes ou oui, c'est ça. Indiennes. C'est ça. Alors moi, ma question, est-ce que les figures de la mélancolie que vous écrivez du point de vue clinique, je ne sais pas, dans les représentations que nous avons eues, jusqu'où ça va, jusqu'où c'est manifesté. Il me semble que c'est plus en relation avec les textes d'Abraham que vous évoquez, etc., sur l'écriture de sa vie représentée dans des œuvres d'art, que sur ce qui est soit même portraituré dans les œuvres. Et alors donc ma question, c'est de savoir jusqu'où les figures que la mélancolie de point de vue clinique sont-elles exprimées dans ces œuvres-là. Écoutez, la mère
stérile, qui ne peut pas nourrir l'enfant, et qui est exposé là, je pense quand même à la mère morte de Green et au narcissisme de mort quand même. On peut développer de ce côté-là des réflexions. Hein. Je pense que chacun d'entre nous, que l'image en elle-même soit quand même une image très mortifère, je crois que ça ne fait pas doute. On ne va pas voir de ces femmes accrochées sur des images de vie. Donc on a quand même un narcissisme de mort qui apparaît là. Le problème, c'est de savoir, si ce narcissisme de mort, il est certainement chez Segantini, c'est quand même pas par hasard qu'il s'est saisi de ce thème. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a un narcissisme de vie, par exemple, chez Segantini, dans des images, au contraire, d'extraordinaire paix, d'extraordinaire bien-être, etc. Hein. Alors, au fond, c'est là où on retrouve l'idée que Segantini aurait sublimé l'ambivalence par la peinture. C'est quand même une des thèses fortes d'Abraham, ça. Hein. Et ça, c'est au niveau des œuvres. Mais avec quelque chose peut-être de déjà auto-analytique chez lui, si on en juge, parce que les contemporains ont dit d'Abraham. Oui. Une question plus clinique psychiatrique, si vous permettez. Bon, le professeur Vildochet a beaucoup écrit sur la dépression, sur la mélancolie. Bon. Quand vous décrivez ce vertige mélancolique, vous ne prononcez pas le mot de complaisance, mais il pourrait être quelque part par rapport à ce mélancolique qui sombre dans ce vertige et qui cherche une image de sa mélancolie. Puis alors vous décrivez avec Musset le fait qu'en fait, c'est quand même sa solitude là qu'il rencontre. Bon. Est-ce que vraiment le mélancolique est dans cette complaisance ou est-ce que c'est pas plutôt le névrosé obsessionnel? On en revient à Karl Abraham, le névrosé obsessionnel qui se rêve mélancolique et qui lui est dans ce vertige. Mais le vrai mélancolique, est-ce qu'il demande quoi que ce soit, à qui que ce soit? Dans la vraie dépression, je dirais que je pense qu'il y a une tentative de mentalisation sur ce mode-là, qui n'est d'ailleurs pas constante. Vous avez des déprimés qui n'ont pas du tout cette espèce de vertige mélancolique, qui sont dans le cotard, par exemple, peut être considéré comme l'absence de fantasmatisation mélancolique, cette espèce de néantisation dans l'intemporel. En revanche, je crois que cette mélancolie que j'appelle le vertige, ça devient une hystérie. C'est-à-dire que ça devient ce que nos prédécesseurs appelaient la neurasthénie ou la mélancolie névrotique ou la dépression névrotique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un noyau de vertige mélancolique qui servent d'objet. Moi, je mettrais ça plutôt du côté hystérique que du côté obsessionnel à ce moment-là. Ce qui rejoint l'inquiétante étrangeté, par exemple, chez Freud. C'est-à-dire les objets de fascination un peu bizarres dans lesquels on se reconnaît et sur lesquels on va jouer, quoi. Vous mettez en articulation avec une espèce d'oralité, d'avidité affective sans borne du côté de l'hystérie plutôt que d'une maîtrise non contenue. Par exemple, vous pensez, quand on regarde les textes de Nerval ou les documents de Virginia Woolf pour donner deux grands mélancoliques qui se sont tués dans un accès mélancolique, quand ils parlent de leur accès mélancolique, mais ils parlent d'un vide, d'une mort psychique, ils ne parlent pas du tout d'un monde où... Quand Nerval écrit sur la mélancolie, il n'est pas mélancolique. Quand il est vraiment mélancolique, il n'écrit plus. Et on peut en dire moins parce que je ne pense pas que Virginia Woolf ait beaucoup écrit sur la mélancolie. Enfin, il faudrait relire pour ça. Mais en tout cas, on voit que chez ces écrivains-là, quand ils sont vraiment déprimés, c'est le néant. Ils ne peuvent plus écrire, ils ne peuvent plus rien faire. Et ça paraît assez vrai des peintres. Kirchner, par exemple, s'est arrêté de peindre pendant tout le temps. Il était chez Binswanger en phase dépressive. Van der Goes, alors bien avant, quand il fait un épisode mélancolique, s'arrête de peindre. On a l'impression... Alors, c'est pas vrai de tous les peintres. Les Carache, par exemple, dont on a dit qu'ils s'étaient arrêtés de peindre quand ils sont devenus mélancoliques, car là, les deux cousins étaient mélancoliques, enfin, les deux cousins, en tout cas, Hannibal et Louis, étaient mélancoliques. Ils sont tous les deux, d'ailleurs, morts dans des états mélancoliques. Mais là, on débat de savoir s'il y en a... Oui, mais ils ont quand même un peu peint. Mais on a quand même l'impression que l'œuvre d'art
nécessite qu'on ne soit pas pleinement déprimé, et que pour peindre sa vraie mélancolie, il ne faut presque pas être trop déprimé. On arriverait à ce paradoxe. Pas trop de romantisme. Gounod travaillait beaucoup étant mélancolique. Hein. Oui. Oui, il se mettait à genoux et puis il essayait de composer. Il composait pas mal. Oui. Gounod. Est-ce qu'il n'y a pas une grande ambiguïté sur le terme même de mélancolie? C'est-à-dire que nous, en tant que psychiatres, on l'entend quand même très dans le côté pathologique, maniaco-dépressif, mélancolique. Dans l'exposition, par exemple, sur la mélancolie, il me semble que c'était pas tellement la mélancolie au sens psychiatrique qui était abordée que l'état d'âme, romantique. Voilà. Alors, Le il faut répondre aux philosophes que quand même, la dépression, ça existe. Alors, le mot mélancolique est un mot qui a pratiquement des emplois totalement antonymiques. Parce qu'effectivement, quand Aristote s'interroge sur la mélancolie de l'homme de génie, alors c'est ce thème-là que reprend la culture contemporaine, alors qui joue dans l'antipsychiatrie d'une manière un petit peu énervante pour nous, parce qu'effectivement, ils confondent la dépression proprement dite avec cette pensée mélancolique qui, à la limite, pourrait presque mettre, comme disait Fédida, les bienfaits de la dépression. On pourrait alors là parler des bienfaits de la mélancolie pour se protéger de la dépression. Daniel. Je ne connaissais pas du tout. Ça marche? Ça marche. Oui. Je ne connaissais pas du tout ce peintre, sinon pour avoir vu une image de ces femmes dans les arbres, pas sur la couverture d'un livre. Alors, je ne connaissais pas du tout ce peintre. Alors, ce qui est frappant quand même dans la présentation que vous nous faites d'une série de ses œuvres, c'est le contraste entre ces œuvres assez réalistes ou idylliques, et puis ces femmes. Alors, bien sûr, ce sont des œuvres de commande, néanmoins. Vous nous dites bien que ce sont des mères suppliciées. Et dans le commentaire qui était fait, elles étaient dites par M. Katsoumbélis desséchées. Vues d'ici, elles avaient l'air assez voluptueuses. Alors, vue d'ici. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas là le surgissement dans la peinture de cet homme, une thématique tout autre que celle des premières toiles que vous nous avez montrées, c'est-à-dire quelque chose autour du sadisme, du supplice et de la jouissance masochique? Question naïve. Hein, Alors là, il y a quand même un point, peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce que Abraham dit, c'est que ces catives et madrées sont punies parce qu'elles ont trop aimé l'amour au sens sexuel du terme au détriment de leurs enfants. Car on revient au mythe que la mère aurait en quelque sorte serait morte, mais aurait abandonné l'enfant, aurait eu une vie sexuelle dévergondée. Hein. C'est-à-dire que, alors, il y aurait ce thème, quand une femme aime mieux l'amour que les enfants, eh ben voilà ce qui arrive. Alors il y a encore cette image de volupté qui peut être là, présente dans ces mauvaises mères. Ce sont les putains, quoi. Les putains qui ne sont pas mères, quoi. Qui ne remplissent pas leur rôle de mère. C'est ça qu'Abraham développe. L'idée du supplice, évidemment, elle est présente chez Abraham. C'est-à-dire que Abraham voit cela, si vous voulez, du point de vue de l'enfant qui serait en train de peindre le tableau. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise mère et qu'il la traite comme telle. La spécialiste de Virginia Woolf vous a entendu et elle veut vous questionner. Oh, j'espère que non, alors je ne suis pas un spécialiste. Attends, le micro. Alors, elle ne veut pas parler de Virginia, bien sûr. Aussi. Non, ce que vous avez dit de Nerval, qui était un grand mélancolique, mais ce qui m'intéresse dans ce que vous énoncez pour Ségatini aussi, c'est cette façon dont on arrive à participer des processus de sublimation dans l'œuvre d'art. Donc, El Desti Shadow, ça nous porte, tout en étant un poème mélancolique. Il y a cet aspect porteur, n'est-ce pas, dans ces écrits de Woolf, de Nerval, qui nous amène à distinguer la mélancolie clinique de ce que porte, ou ce qu'il y a de porteur dans l'œuvre d'art. Et quand vous dites que vous tombez amoureux de l'objet d'amour du peintre, n'est-ce pas ce qui arrive quand on lit ces poèmes et cette écriture? Donc on participe des processus de sublimation, on en est porté. Oui. C'est pas une mélancolie clinique. C'est pas une mélancolie pulsionnelle. Voilà. C'est pas de l'instinct de mort fonctionnant comme ça. Hein. C'est un traitement de l'instinct de mort sur un mode sublimatoire.
Alors on arriverait à cette idée, moi je pense que c'est vrai, ça a été discuté à propos de la sublimation au Congrès des langues françaises l'an dernier, c'est que la sublimation de mort passe par autre chose que la sublimation érotique, libidinale. Oui. Mais il y a une sublimation de mort, d'une certaine manière, que penser la mort, à un certain moment, permet de sublimer en quelque sorte l'angoisse de la mort. Voilà, c'est quand ils s'arrêtent d'écrire, ces poètes que... Ah, ça ne vous choque pas, cette idée-là? Bah, oui, ça me confortait dans mon idée. Encore une intervention, un commentaire, n'hésitez pas. Vous avez le président de l'IPA aujourd'hui pour vous. C'est pas rien. Parti, c'est fini depuis le mois de juillet. Ah bon, C'est j'arrive pas à m'y faire. Oui. D'autres choses. Peut-être quelques questions. Sinon, nous allons remercier très chaleureusement et Daniel Vildoché et Vassilis Kampsambelis pour cette réunion. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'avais préparé la définition, mais c'est en grec, la définition de la tragédie selon Aristote. Ah oui? Il dit exactement ce que vous dites sur l'empathie. Ah oui? Oui. Il dit que la tragédie est la limitation d'un acte important et achevé, qui a une certaine envergure, et qui, à travers la pitié et la peur que cela suscite, mène vers leur achèvement et leur catharsis ces genres de pathos, de souffrance. C'est la définition même de l'empathie. Absolument. Ouais. C'est le mercredi 16 novembre, 18h30. Mais je vous signale qu'il faut aller chercher une marque à l'exposition, il faut chercher un ticket. Je suis pas sûr, il faut que vous aller chercher parce que c'est un petit truc bleu. Et ils sont chiches, hein. Moi ils m'en ont envoyé 3-4. Et j'ai vu l'autre jour, je suis allé écouter une conférence de CEOP pour voir un peu comment ça se faisait. Et la salle était pleine et il y avait des gens qui attendaient qu'il n'y ait pas de ticket. Et je suis pas sûr qu'ils sont rentrés. Comment? Je ne peux pas vous en dire plus. Merci infiniment. Merci. Voilà. C'était très bien. Est-ce que vous allez surveiller votre... Merci. Vous allez donc surveiller votre ligne ou vous allez manger avec nous? Non, je vais essayer de surveiller ma ligne. Il y a des petits problèmes. Surveiller. Ce matin, j'ai eu ça. Cet après-midi, à cours aux entretiens. Je ferai 76. Attention, alors merci de ton place. Oh, tu vois.